Merci à tous déjà pour votre présence matinale un samedi, et c'est un effort courageux. Alors, l'objet de cette conférence, ça va être, le titre indiquait « Histoire de prisonniers étrangers », et on va voir que ce n'est pas exactement ce qui va se passer dans cette conférence, même si, évidemment, c'est ce dont on va parler. Mais il ne va pas tellement s'agir d'histoire de prisonniers, mais plutôt d'essayer de comprendre la relation qu'il peut y avoir entre la prison, et a fortiori la prison d'Autun et les archives, et ce qui ressort de la consultation des archives, et la construction d'une figure un peu multiple, donc de l'étranger. Ça revient donc à toute la programmation qu'on propose pour ce week-end, donc la prison comme lieu de fabrique de la figure de l'étranger. Et on va voir, c'est une association qui n'est pas forcément très intuitive ou très évidente, et je vais essayer en tout cas de l'éclairer sous un certain prisme dans cette conférence. Alors, on retrouve effectivement dans les archives de la prison d'Autun une multitude d'exemples de prisonniers étrangers. Encore, la question qui se pose est de savoir à qui renvoie ce qualificatif ou cette qualification d'étranger. Et je crois que ce qui est tout à fait important, c'est de se dire que si on parle d'une figure de l'étranger, et pas des étrangers en général, c'est parce qu'en fait, c'est une figure qui n'est jamais figée dans le temps et qui va pouvoir prendre des incarnations différentes au fil de l'histoire. Alors, ça nous renvoie en fait finalement à deux choses, cette question des étrangers. À la fois, ça peut renvoyer à un questionnement local sur les traces des migrations, sur l'histoire des migrations locales, et on va voir comment la prison peut être un endroit où ces traces s'accumulent, mais aussi, et ce sera l'objet plus large de cette communication, l'occasion d'un questionnement beaucoup plus large sur la manière dont la prison va participer justement à cette fabrique sociale et politique de l'étranger. Alors, pourquoi associer cette question donc de la figure de l'étranger à ce lieu de la prison? Eh bien, oui. Ah, on va y arriver. Alors, la prison en elle-même, vous avez raison, la prison en elle-même, sa période, c'est donc 1857, son entrée en fonction, jusqu'à 1955. Mais ce que j'aimerais voir, c'est essayer de comprendre les moments dans l'histoire, les tournants, les ruptures, où justement les lieux d'enfermement vont servir aussi et particulièrement à enfermer les étrangers. Donc, on va remonter un petit peu en amont de ça et comprendre notamment à travers, on va le voir, la figure du vagabond, comment la fin du XVIIIe siècle et le XIXe siècle va être un moment fondateur dans justement la capture de cette figure du vagabond et comment elle va être au centre des attentions, et notamment des attentions en matière pénale et cette place dans la prison. On va donc essayer de comprendre comment, historiquement, donc, la prison va se présenter, non pas seulement comme un lieu de punition, mais comme un lieu de contrôle et de régulation des mobilités des personnes et des mouvements des populations. Alors, si on repart de l'actualité, et de notre actualité malheureusement très très proche, la question du nombre de détenus étrangers dans les prisons françaises est au cœur du débat. La question qui se pose, c'est qu'on voit depuis 30 ou 40 ans à peu près qu'il y a entre 18 et il y a un pic dans les années 90 à 30% de détenus dans les prisons françaises qui sont donc d'origine étrangère, de nationalité étrangère. Alors que cette masse représente à peu près 7% de la population sur le territoire. Il y a donc effectivement un problème de surreprésentation des étrangers dans les prisons. Alors je crois qu'on a deux manières finalement d'analyser ce chiffre-là, soit en associant systématiquement la figure de l'étranger à la figure de la délinquance, et donc on tirerait la conséquence de cette surreprésentation que finalement les étrangers il y aurait une propension plus grande chez les étrangers à des actes de délinquance. On est là donc dans la thèse nationaliste et xénophobe qui va venir renforcer l'idée d'une dangerosité inhérente à cette figure de l'étranger, discours et point de vue, thèse qui pollue aujourd'hui complètement le discours médiatico-politique sur cette question, d'autant plus en période présidentielle. Et une deuxième manière d'analyser ce chiffre serait donc de revenir peut-être et de commencer à critiquer cette idée de délinquance même. On voit bien que ce mot délinquance vient du mot délit. Mais on voit aussi qu'il ne va pas venir qualifier tous les types de délits. On voit bien que la figure qui est rattachée à la figure du délinquant, ça va concerner soit des délits spécifiques, soit des populations spécifiques dont on va supposer qu'elles commettent ce type de délit. On voit bien que tout un tas de délits, et la condamnation de Nicolas Sarkozy dernièrement en est un parfait exemple, personne dans les médias ne traite Sarkozy de délinquant. Alors que
une récidive en matière de... Voilà, on voit bien que, en tout cas, tous les délits financiers, par exemple, qui ne vont pas concerner les classes pauvres de la population, il n'y a pas cette figure du délinquant qui est associée systématiquement. Donc on voit bien que la question de la délinquance, ce n'est pas la question du délit, c'est la question d'un rapport, d'une représentation associée à certaines populations et à certains types de délits. Alors, du coup, et c'est ce qu'invite à faire notamment un historien qui s'appelle Emmanuel Blanchard, qui a beaucoup travaillé sur la question du contrôle des étrangers, qui va être de non pas partir donc de cette idée de la délinquance, mais plutôt d'essayer de comprendre toutes les pratiques policières et judiciaires qui vont entourer la condition d'étranger et voir comment, dans ces parcours de contrôle, finalement, la prison va pouvoir être l'ultime étape en fait, d'une vie régulée par un système policier extrêmement étroit. Si on part de ça, du coup, et des pratiques policières et judiciaires, on peut en tout cas penser cette surreprésentation des étrangers par différents moyens. D'une part, parce qu'il y a des délits spécifiques qui sont liés à la condition d'étranger même, par exemple le fait de ne pas accepter, quand vous êtes en mesure d'expulsion, le fait de refuser l'expulsion corporellement, de refuser de monter dans l'avion, ça peut vous emmener en prison et donc il peut y avoir des suites pénales. Pendant très longtemps, le séjour irrégulier en France était un délit. Auquel cas, donc, il y a aussi, Emmanuel Blanchard considère, en tout cas dans les années 2000, qu'un quart de ces détenus étrangers sont en fait détenus par leur condition même d'étrangers, et non pas pour des délits qui pourraient être appliqués au reste de la population. D'une autre part, il y a un lien évident, évidemment, entre la situation d'étrangers et la situation de précarité sociale. Et donc on ne peut pas prendre en compte ces chiffres sans se rendre compte qu'il y a une surreprésentation des étrangers dans les classes les plus pauvres de la population, et donc aussi des formes de délits qui sont associées à la pauvreté et à la misère. Enfin, on peut aussi le voir par le statut de sans-papier. Le fait d'être sans papier et de ne pas pouvoir accéder à un revenu légal, évidemment, amène à des pratiques où on doit subsister par des moyens qui seront moins légaux. En tout cas, le travail légal n'étant plus difficilement accessible, des revenus non légaux seront... il y a plus de chances qu'on arrive par là. Et évidemment, on peut voir aussi un problème de présomption de culpabilité générale qui est adossé à la figure de l'étranger, et c'est ça qu'on va essayer d'interroger aussi. Parce qu'on peut très bien voir que pour des délits comparables, et beaucoup d'études le montrent, pour des délits comparables, Français et étrangers ne vont pas être traités de la même manière, et notamment en termes de condamnation ferme et de mandat de dépôt, c'est-à-dire qu'on vous envoie en prison. Il y a une surreprésentation des étrangers sur les condamnations fermes pour des délits comparables entre Français et étrangers. Pour toutes ces raisons, on voit bien donc que cette question de la surreprésentation des étrangers est beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît au premier abord, mais en fait, ça va même plus loin que ça, c'est essayer de comprendre comment la prison elle-même, dans ses fondements historiques, en fait, est construite aussi et est destinée au contrôle même des étrangers. Ce qui explique, et on va le voir naturellement, cette surreprésentation. Ce qu'on voit donc, en tout cas, c'est que, et par l'exemple des étrangers, c'est qu'il n'y a pas d'équivalence, si vous voulez, mathématique entre la commission d'un délit et les peines qui vont y être associées. Pour des délits pour lesquels, disons qu'on pourrait considérer comme de gravité comparable, non pas d'un point de vue moral, mais du point de vue de la peine encourue, on voit bien que ça peut amener à des peines, pour des délits de gravité comparable, à des peines radicalement différentes. Et cela en fonction à la fois, c'est l'exemple qu'on prenait de la nature du délit, mais aussi en fonction du statut social du justiciable. Donc on voit bien qu'on ne peut pas penser, et c'est ce que tendrait à faire la délinquance, que si vous êtes condamné, c'est donc que vous êtes enfermé dans cette figure de la délinquance. On voit bien que c'est beaucoup plus complexe que ça, et donc il n'y a pas simplement, comme on a voulu l'amener pendant la Révolution française, une économie des délits et des peines. On voit bien qu'il y a tout un tas d'autres stratégies qui se mettent en place dans l'enfermement des gens, qui n'ont pas que à voir avec les individus en tant que tels, mais avec la gestion de population. Alors, pour rendre compte justement de cet écart, finalement, entre le droit et la pratique judiciaire, eh bien, et pour ne pas enfermer notre analyse du système pénal sur un concept qui apparaît finalement comme très creux, qui est ce concept de délinquance, le philosophe Michel Foucault va proposer d'utiliser un terme, le terme donc d'illégalisme. Alors qu'est-ce que c'est que ce terme d'illégalisme? C'est qu'il va s'agir par là d'essayer de se débarrasser, autant que faire se peut, de toute la charge morale qu'il y a contenue dans ces concepts, que ce soit ceux de délinquance ou ceux de criminalité, pour comprendre comment ces phénomènes de transgression de la loi pénale peuvent amener, en fonction de certains
en fonction de certains contextes économiques et sociaux ou des contextes proprement historiques, à des réponses différenciées. Comment donc ce qui est de l'ordre de la transgression va amener pas forcément à la même réponse, et c'est ce que Foucault va appeler la gestion différentielle des illégalismes, c'est-à-dire comprendre comment finalement des mêmes types, et on en avait parlé dans le week-end consacré à la question des femmes en prison, comment par exemple la répression de l'avortement, en fonction de certains intérêts qui ne sont pas simplement la question du droit à la vie, qui sont des questions de natalité, de production, de contrôle économique du corps de la femme, comment finalement la question de l'avortement on va avoir des réponses différentes qui vont y être apportées, ça va être plus ou moins réprimé, plus ou moins toléré, aussi en fonction d'un contexte économique et social spécifique, et pas simplement, le critère d'analyse ne peut pas être que la règle de droit. Il n'y a donc pas de rapport mécanique, c'est ce que je disais, entre le constat d'une infraction et le prononcé d'une peine et la réponse pénale qui va être apportée, mais, nous dit Foucault, on peut penser ça comme une forme d'économie de la peine. Pourquoi une économie? Parce que comment punir ne va pas être seulement une réaction à la transgression de la loi pénale, mais va répondre à des intérêts socio-économiques spécifiques. Alors, on s'est un peu éloigné, j'entends, de la question qui nous intéressait, qui est donc le rapport avec cette figure de l'étranger. Eh bien, pourquoi c'est directement lié, et en tout cas c'est ce que Foucault va défendre, mais aussi Robert Castel, qui est comment la figure du vagabond, et notamment sa particulière détermination entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, comment cette figure du vagabond, qui est, on va le voir, très rattachée finalement à la figure de l'étranger telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui est le vagabond ou qui est l'étranger, c'est celui qui n'est pas d'ici et qui, en plus de ne pas être d'ici, a une propension à la mobilité, se déplace. Il est, dans un sens, assez insaisissable. Eh bien, Foucault va expliquer comment cette figure du vagabond va constituer, au moment où on établit le système pénal, au moment où on se met à penser la prison, va constituer une matrice à partir duquel on va penser le criminel non plus comme simplement un sujet fautif, qui a fait une faute, qui est coupable d'une faute, mais on va penser le criminel comme un ennemi social. Et donc, ce passage du criminel en ennemi social, pour Foucault, et on va essayer de voir pourquoi, c'est la figure du vagabond qui va en déterminer le périmètre, qui va permettre d'incarner cette figure de l'ennemi social. Et donc, ça correspond à tout un moment où justement cette question de la délinquance ne va pas simplement être analysée d'un point de vue moral, sur la gravité d'un fait ou la faute, mais aussi d'un point de vue strictement économique. Foucault va utiliser notamment les travaux de quelqu'un qui est très commenté sur cette question des vagabonds et des mendiants, qui s'appelle Le Trône. Et Le Trône va écrire en 1764 son mémoire, donc on est au milieu du XVIIIe siècle, son mémoire sur les vagabonds et les mendiants. Et si Foucault va s'intéresser à cette analyse de Le Trône, c'est justement parce que Le Trône va parler de ce caractère d'oisiveté qu'on retrouve chez le vagabond, et que ce qui l'intéresse, c'est ne pas voir cette oisiveté comme elle était considérée avant, c'est-à-dire comme une espèce de vice psychologique, comme une propension, un caractère tourné vers des formes de paresse, mais à proprement parler comme une pratique sociale menaçante. Menaçante pourquoi? Notamment pour l'ordre économique. Et donc, c'est à partir de cette menace pour l'ordre économique, et on va revenir dessus, mais cette menace que représente le vagabond, c'est ça qui va finalement créer, fonder cette catégorie générale de la délinquance ensuite. Une menace donc qui n'est pas liée aux biens et aux personnes, mais qui est liée à la gestion, à un ordre économique, à des intérêts économiques qui sont à défendre. Et ce qui est intéressant dans cette, puisqu'il y avait déjà bien à l'époque des condamnations du fait de la mendicité, évidemment, mais ce qui est intéressant dans cette analyse de Le Trône, c'est que ce n'est pas, chez Le Trône, ce n'est pas la mendicité qui va être condamnable parce qu'une personne va tenter d'acquérir des richesses par le don de l'autre sans travail. Pour lui, ce n'est pas ça qui va être condamnable, mais c'est le vagabondage en lui-même qui va devenir punissable et qui doit être puni. On va donc passer à ce moment-là, de la deuxième partie du XVIIIe siècle, à un moment où on condamnait l'état individuel d'oisiveté, le caractère individuel qui était associé, à la condamnation d'une pratique sociale, à la condamnation, nous dit Foucault, d'un certain type d'existence commune. Et c'est là que va se créer justement tout le lien entre la délinquance et la non-fixité. Alors,
derrière la peur, parce qu'il y a évidemment cette analyse économique du danger que peuvent représenter des populations flottantes, mais il faut aussi comprendre d'où surgissent, il y a tout un travail de l'histoire des représentations, toute une peur nourrie de ces populations à partir d'un certain nombre de fantasmes qui vont être regroupés dans tous les stéréotypes que l'on peut connaître. Et notamment, avant qu'on parle de population nomade, ça va arriver assez tard, avant, le qualificatif nomade existait dans les encyclopédies à partir du XVIIIe siècle, mais était assez peu utilisé. C'était un adjectif, mais pas du tout un nom. On parlait de manière générale du bohémien. Et c'est cette figure du bohémien qui, très longtemps, va dominer le champ des représentations pour penser toutes les formes de nomadisme qui s'exerçaient dans les pratiques sociales. De ce point de vue-là, c'est l'historien Laurent Dornel, notamment, qui a beaucoup travaillé sur cette question, qui nous rappelle cette description assez édifiante qu'a pu en faire Voltaire, et je crois qu'il nous renseigne sur cet état général des représentations au XVIIIe siècle, mais vous le verrez bien après. Qu'est-ce que dit Voltaire? Il nous dit « Il y avait alors une petite nation, aussi vagabonde, aussi méprisée que les Juifs, et adonnée à une espèce de rapine. C'est un ramas de gens inconnus qu'on nommait bohèmes en France, et ailleurs égyptiens, gyptes, ou gypsies, ou syriens. On les a nommés en Italie Zingani ou Zingari. Ils allaient par troupes d'un bout à l'autre de l'Europe avec des tambours de basque et des castagnettes. Ils dansaient, chantaient, disaient la bonne fortune, guérissaient les maladies avec des paroles, volaient tout ce qu'ils trouvaient. » Alors vous voyez que dans cette description particulièrement édifiante de Voltaire sur cette population, on va retrouver tous les stéréotypes qui vont nourrir. Évidemment, Voltaire n'en est pas l'origine, mais cette citation est assez symptomatique d'un état de représentation qui va se fonder effectivement sur, d'une part, une origine inconnue, une altérité radicale. Pourquoi radicale? Parce qu'on ne peut même pas retracer l'origine de ces populations. Et à la fois, ce sont des populations mobiles en elles-mêmes, et à la fois qui ont des pratiques sociales qui sortent complètement du champ du système productif ou du système industriel qui se met en place au même moment. Alors comme je vous le disais, c'est ce terme bohémien qui va recouvrir jusqu'au XVIIIe siècle l'ensemble des pratiques de nomadisme, mais à partir de cette fin du XVIIIe et du début du XIXe, c'est vraiment la question du vagabond et du mendiant qui va prendre le dessus sur cette question du bohémien et qui va englober à la fois des pratiques effectivement de mobilité de population qui peuvent être extrêmement vieilles et ancestrales, et à la fois aussi des pratiques plus individuelles de vagabondage, c'est-à-dire de sortie en gros d'une localité, d'aller chercher pour sa propre subsistance, aller chercher du travail ailleurs. C'est donc aussi toutes les mobilités ouvrières incontrôlées qui se jouent dans cette figure du vagabond et du mendiant. De ce point de vue-là, le XIXe va apparaître donc comme un moment d'intense répression des faits de vagabondage. Une répression qui va se jouer sur deux plans. À la fois une répression judiciaire, et là, ça va intéresser directement l'histoire de la prison d'Autun, et à la fois une répression administrative, et notamment une répression policière. Du point de vue judiciaire, c'est très clair. Avec l'institution du Code pénal en 1810, on crée, à proprement parler, un délit de vagabondage. C'est-à-dire que c'est le vagabondage en lui-même, et non plus la mendicité, et ça renvoie à ce que disait Le Trône, qui est condamné en tant que tel. On risque donc de 3 à 6 mois de prison, ce qui est loin d'être anodin, et cela va s'empirer puisque, si vous le savez, il y a en 1885 toutes les lois qui concernent la récidive. Or, en cas de récidive, et ça a été particulièrement appliqué dans les premières décennies, en tout cas dans la toute fin du XIXe siècle, en cas de récidive, vous pouviez donc être envoyé au bagne, et donc vous aviez des vagabonds qui, pour récidive de fait de vagabondage, ont pu être donc relégués dans les bagnes coloniaux. Donc on se rend compte de quand même la gravité que ça pouvait représenter en termes de peine. Qui est le vagabond au titre du Code pénal? C'est celui qui n'a ni domicile certain, ni moyen de subsistance, et qui n'exerce habituellement ni métier ni profession. Voilà donc un état, une forme d'existence sociale que l'on va pouvoir punir de l'emprisonnement d'une part et jusqu'à la relégation d'autre part. On a aussi, et donc l'autre versant, qui va être les formes de contrôle administratif du vagabondage, notamment à l'instar des carnets ouvriers qu'on avait mis en place entre la fin du XVIIe et le XVIIIe siècle, c'est-à-dire le principe du carnet ouvrier, c'est le fait que les ouvriers qui sont dans un bassin d'emploi sont soumis à un carnet et que s'ils veulent changer
de bassin d'emploi et changer d'employeur, ils doivent faire viser ce carnet, avoir l'autorisation préalable de leur employeur. Et donc, c'est un contrôle policier des mobilités ouvrières où finalement, l'autorité de l'employeur et du patron et l'autorité policière s'allient pour contrôler les mobilités et pouvoir gérer, prévenir des mouvements de population. Et donc d'avoir une gestion globale de ces populations ouvrières. C'est exactement ce qu'on va retrouver donc dès 1810 avec l'instauration du premier carnet de circulation et une obligation pour toute personne qui voudrait être dans un état de nomadisme et qui n'a pas de domicile fixe de déclarer préventivement chacun de ses déplacements aux autorités de police. Alors ça va s'accentuer avec la création notamment en 1863 par la sûreté publique, donc c'est même pas la loi, si vous voulez, qui crée ces mesures, on est vraiment dans l'ordre de la mesure de police, qui vont créer le carnet de saltimbanque, où toute personne qui donc pratique des arts itinérants ou des arts ambulants va devoir avoir un carnet qui l'autorise à le faire, et notamment ça va être la police, et pas le ministère de la Culture par exemple, ça va être la police qui va s'occuper donc de ces autorisations. Donc, on voit aussi qu'à ce moment-là, il y a toute une pratique, et ça nous renvoie à l'image de l'étranger extra-national, toute une pratique aussi de refoulement des bohémiens. Comme c'est des gens qui n'ont pas de nationalité, on s'en débarrasse en les refoulant aux frontières. C'est une pratique qui va intervenir extrêmement régulièrement à la fin du XIXe siècle. De ça, va aussi se créer tout un mouvement de dénombrement et d'identification de ces populations la plus précise possible, et notamment en 1895, où on va essayer de recenser toutes ces populations. Pourquoi? C'est ce qui va préparer en fait ensuite l'instauration de ce qu'on a pu appeler le carnet anthropométrique, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, donc à partir de 1912, puisqu'on a depuis la fin du XIXe siècle des méthodes d'identification qui sont nées d'ailleurs de l'identification des criminels et qui vont chez les populations nomades, ça va être la première ouverture de ces méthodes d'identification à des populations entières, et non pas simplement à des gens qui se retrouvent inclus dans le système de pénalité. Et notamment, ça va être les mensurations anthropométriques pensées par Alphonse Bertillon à la préfecture de police de Paris, c'est-à-dire comment on va réussir à reconnaître les individus non plus seulement par un acte d'état civil, qui peut en fait être falsifié assez facilement, ni par simplement l'apparence physique, mais par une mesure qui se veut scientifique de tout un tas de parties du corps et qui vont du coup enfermer l'individu dans une identité qui se veut infalsifiable. Et de ça, va ensuite, ce système-là un peu compliqué va être ensuite supplanté au cours des années 1910 par les empreintes digitales. Et donc, chaque personne nomade sur le territoire d'âgé de plus de 13 ans doit donc détenir un carnet anthropométrique avec donc son identité physique qui est inscrite dedans et qui va lui permettre donc de déclarer chacun de ses mouvements, chacun de ses déplacements aux autorités de police, avec, sans trop de détails, mais avec des régimes différenciés en fonction de si vous étiez forain, c'est-à-dire vous êtes ambulant, mais vous êtes domicilié, c'est-à-dire qu'un forain a une domicile, une adresse, il fait valoir pour son activité professionnelle un certain déplacement. Ça va être les régimes les moins liberticides. Vous devez faire viser tous les 6 mois, en gros, votre carnet aux autorités de police, jusqu'à la figure du bohémien qui, lui, pour chacun de ses déplacements, doit donc faire viser ce passeport intérieur. Alors, les archives de la prison d'Autun, et notamment en fait, les archives principales sur lesquelles je travaille et qui sont en fait les archives principales dans lesquelles il y a des sources sur les prisonniers enfermés, sont donc ces registres d'écrou, ces grands registres dans lesquels chaque prisonnier qui va rentrer dans la prison d'Autun, quel que soit son statut, vous avez un greffier qui remplit les informations du prisonnier, la raison pour laquelle il a été emmené là, et son statut à l'intérieur de la prison. Le constat général, qui ne se veut pas trop scientifique non plus, puisqu'il faut savoir qu'il y a quantité, on a à peu près 80 ou 90 registres d'écrou pour la prison d'Autun, donc je n'ai pas eu une connaissance complètement exhaustive, et donc c'est des statistiques qui sont tout à fait approximatives, et en même temps qui se constatent extrêmement facilement, c'est qu'on va voir que environ 70 à 80% des délits qui seront réprimés dans la prison d'Autun sont en gros des vols, qui pour la plupart sont des vols de misère, des vols de nécessité. On prend comme exemple le vol de poisson dans un étang, le vol d'une baguette de pain, le vol de farine. On est vraiment dans ce type de vol-là à la très grande majorité, pas du tout dans les vols de richesse, de biens. C'est vraiment c'est des vols de nécessité. Et la mendicité et le vagabondage. Mais c'est complètement... ça saute aux yeux, si vous voulez. 80% des gens là sont là pour ce type de délit-là. Alors,
en fonction des périodes, mais en tout cas ça apparaît très clairement pour les années 1860, 70, jusqu'à en tout cas 1910-1920. Après c'est un peu plus compliqué, mais on va voir entre un tiers, voire jusqu'à la moitié des détenus qui vont être là pour vagabondage ou pour mendicité. Et donc on se rend bien compte que c'est pas anecdotique, si vous voulez, c'est pas simplement une population qu'on va traiter spécifiquement et donc qui va beaucoup se retrouver en prison. C'est qu'on voit bien que la prison en elle-même et son existence, sa fonction sociale, à ce moment-là, va être en grande majorité d'enfermer les pauvres et d'enfermer les populations mobiles, ces populations flottantes qu'il faut donc réussir à fixer. Alors il faut voir, j'ai rarement vu des peines pour vagabondage qui allaient au maximum légal, donc de 6 mois, mais on trouve en fait des peines allant au plus bas de 24 heures, puisqu'on pouvait avant avoir 24 heures de prison, jusqu'à les maximums que j'ai pu trouver, et c'est quand même significatif, des peines de 4 mois. Des peines qui concernaient à la fois les hommes et les femmes, puisque le délit de vagabondage n'était pas un délit particulièrement masculin, puisque c'était des populations entières qui étaient visées. En tout cas, ce que ces registres d'écrou et ce que ces proportions font apparaître très clairement, c'est justement ce qu'affirme Foucault sur la prison, c'est que la prison en elle-même, sa fonction ne va pas être de faire disparaître ces illégalismes, mais elle est là pour les gérer. C'est une gestion des illégalismes et pas du tout une volonté de supprimer ces illégalismes, ce qui d'ailleurs n'aurait aucun sens. Supprimer le nomadisme ne pourrait rien... C'est une chimère politique. Par contre, on va utiliser la prison du coup comme lieu, qui ne sera pas le seul, puisqu'on voit qu'il y a aussi le pouvoir policier, mais comme lieu de gestion, de régulation des mouvements de population. Et donc, de manière générale, la prison ne va pas être là pour résoudre les inégalités sociales, elle va juste être là pour en gérer toutes les conséquences, que ce soit sur la mobilité des personnes ou que ce soit effectivement sur des infractions de nécessité. Donc, il apparaît bien évidemment que la prison ne va pas être seulement un lieu de punition des individus, mais donc, c'est ce que je disais, un lieu de gestion de population, parmi lesquelles donc ces populations flottantes dont c'est la mobilité qui va suffire à caractériser finalement leur dangerosité sociale. Dans l'analyse que fait Foucault, et notamment en fait c'est dans un de ses cours au Collège de France, ces cours de 72-73 qui ont été publiés assez récemment dans les années 2010 sous le titre « La société punitive », en fait Foucault va faire une distinction qui me semble importante pour comprendre ces éléments entre deux types d'illégalisme. Il va parler d'un côté d'illégalisme de déprédation et de l'autre côté d'illégalisme de dissipation. Alors, l'illégalisme de déprédation, en fait, on se le représente assez vite, c'est tout un tas d'illégalisme qui va être fondé sur un principe d'accumulation de richesses, c'est-à-dire le vol notamment. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va accumuler des richesses en s'appropriant ou en expropriant l'autre de son capital. Le principe donc de la déprédation, ça va être ce principe d'accumulation. Et il va dire, mais il y a un autre type d'illégalisme en fait extrêmement important, qui est l'illégalisme de dissipation. Dissipation qui, lui, ne va pas être tourné vers la matérialité de la richesse, mais vers le corps productif, vers le corps comme force de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il est évident que pour l'ordre économique et social d'une société capitaliste, il faut réussir à fixer les corps à l'appareil productif. L'ordre social et économique va dépendre de cette capacité à faire travailler les gens et donc à discipliner les gens pour les regrouper autour de l'appareil productif. Ça va donc passer par à la fois l'organisation du temps des individus, une organisation du temps qui va être tournée, nous dit Foucault, pour favoriser le meilleur renouvellement possible de la force de travail. Donc tout n'est qu'économie, tout n'est qu'une économie de la force de travail, et l'ordre général de la population va être comment bien utiliser cette force de travail et qu'elle ne se disperse pas, qu'elle soit fixée à l'appareil de production, qu'elle se renouvelle de manière régulière, qu'elle soit prévisible aussi dans ce qu'elle représente. Et on voit un peu mieux, par cette analyse-là, on comprend un peu mieux ce qu'il y a derrière cette idée de dissipation, c'est-à-dire, pour lui, ces illégalismes de dissipation, ça va être toutes les résistances sociales qui vont se construire face à ce principe de fixation. Et ça va renvoyer à cette figure complètement moralisée ou condamnée d'un point de vue moral de l'oisif. Justement, l'oisif, c'est celui qui va disperser sa force de travail. Et on va voir que la création de désordre social, va être souvent rattachée
à des éléments comme la débauche, comme la fête, comme la paresse, comme le nomadisme, comme les jeux d'argent, la loterie par exemple, c'est-à-dire un gain de richesse qui ne dépend pas donc du travail en lui-même, que tous ces éléments-là vont être les sources finalement du désordre. Et un autre élément important aussi, qu'on retrouve dans le nomadisme, c'est le refus de la catégorie famille, c'est-à-dire de refuser en fait cette création de la famille qui va être aussi pensée comme une manière de renouveler et de pouvoir prévoir le renouvellement des forces de travail du point de vue des générations. Donc, on voit donc pourquoi cette figure du nomade, cette figure des populations flottantes, représente une dangerosité en elle-même. On voit donc quel ordre économique, c'est toute la thèse de Foucault, est visé dans cette répression, finalement, d'un type d'existence sociale particulier. Et ce que dit Foucault, c'est que par rapport à cet illégalisme de déprédation, de s'approprier la richesse de l'autre, le vol par exemple, il dit qu'il y a dans l'illégalisme de dissipation quelque chose finalement de beaucoup plus dangereux. Pourquoi ? Parce qu'il a une tendance à prendre des formes davantage collectives et des formes davantage diffuses dans le corps social. Alors que la déprédation et le vol, du fait, vont être plus sur des pratiques de contrebandières, c'est-à-dire dans des réseaux sociaux plus fermés, pour se protéger et à la fois pour échapper aux formes de sanctions. Alors que la dissipation, elle, se retrouve à tout un tas d'échelles de la société. Qu'est-ce que nous dit Foucault ? Il nous dit « le dissipateur, c'est celui qui porte atteinte non pas au capital, mais à sa propre force de travail. » Donc, la figure du dissipateur, elle va se caractériser par quoi ? Par une mauvaise gestion de sa vie, de son corps et en fait de son temps d'existence de manière générale. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est que la fonction de la prison, justement, ça va être d'agir sur ce mouvement de dispersion par l'enfermement. Alors, ça ne veut pas dire enfermer les gens pour les rattacher directement à l'appareil productif. On n'enchaînait pas les gens pour les envoyer dans des usines. Mais on va voir que cet espace de l'enfermement, qui peut être plus ou moins éphémère, il va avoir plusieurs fonctions. À la fois discipliner ces corps qui se dispersent, et là on est dans toute la technologie du panoptisme, en est l'exemple le plus frappant. C'est-à-dire comment est-ce que l'autosurveillance rendue possible par le principe panoptique va amener les gens à se discipliner, à utiliser leur corps d'une certaine manière. Mais c'est aussi, on parlait du temps d'existence et comment la société fonctionnait par une manière de s'approprier le temps d'existence des gens. Eh bien, la prison, et notamment par son règlement intérieur, va être un espace paroxystique du quadrillage du temps. La vie des prisonniers était réglée à la minute. L'heure du réveil, l'heure du coucher. C'est-à-dire qu'on discipline les corps, mais on apprend aussi à discipliner le temps d'existence. Et enfin, on va rattacher ces corps à un appareil de production. Et ça va être toute la question des ateliers de travail à l'intérieur de la prison. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il ne s'agit pas de resocialiser les gens. On voit bien que la prison agit comme espace de rééducation pour rentrer en conformité avec une société qui se fonde sur la fixité sur l'appareil de production. Donc on voit bien que cette prison-là, et là on est très très loin de la question de la peine, de la culpabilité, de l'acte fautif, du dommage, mais on est vraiment dans le gouvernement des populations, dans la gestion des populations à l'intérieur de la prison. Et donc la prison, elle va apparaître comme une forme d'appropriation intégrale, on pourrait dire, justement, de ce temps d'existence des individus pendant une période donnée. On va investir ce temps pour justement renormaliser ces populations qui se dispersent et donc qui se dissipent dans des pratiques, donc notamment de nomadisme. Alors on comprend mieux de ce point de vue-là pourquoi Foucault va voir dans ces logiques de répression du vagabondage non pas simplement cette question des mobilités et de fixation, mais aussi comment il y aura une matrice générale dans la construction de ce grand concept qui va prendre ensuite le pas dans la manière de poser la question, donc dans ce grand concept de délinquance. Et donc, il s'agit, et c'est bien ce qu'on voit dans la délinquance, il s'agit non pas seulement, ce n'est pas seulement le fait de commettre un délit qui fait qu'on est délinquant, mais c'est finalement d'avoir une gestion dispersée de sa propre existence. C'est à ça que renvoie l'idée de délinquance. C'est la délinquance non pas rattachée à un fait, à un délit, mais rattachée à un certain type d'existence sociale.
Ce qui nous renvoie tout à fait à des considérations très contemporaines sur l'image de la délinquance que l'on médiatise. C'est-à-dire, elle est toujours renvoyée à la forme de la paresse, à la forme de l'oisiveté, à la forme du travail non légal, et qu'en fait, la forme de la délinquance, on voit, c'est une dispersion, on peut vraiment l'entendre comme ça, une forme de dispersion de la force de travail qui doit être condamnée, qui doit être renormalisée. Alors, de cette figure du vagabond à celle de l'étranger, on voit bien qu'il ne s'agit pas exactement de la même chose, mais on voit bien comment, effectivement, cette matrice générale de la délinquance va agir aussi sur les figures de l'altérité, c'est-à-dire sur les gens que l'on va considérer comme étrangers. Et on voit que, par ce concept d'illégalisme de dissipation que nous propose Foucault, que la prison va avoir donc non pas une fonction de suppression de cette force de dissipation, mais de gestion, de régulation, de contrôle le plus ferme possible donc de cette dissipation et non pas de la supprimer. Et donc l'étranger ou le désaffilié ou le déraciné ou le nomade vont être autant de figures que l'on rattache donc à ce désordre de la dispersion. Et c'est l'enfermement d'un côté et le contrôle policier de l'autre qui vont constituer donc des outils de gestion privilégiés par rapport à cette figure. On voit donc comment le vagabond va rentrer dans une catégorie qu'on pourrait appeler celui de l'étranger intérieur ou l'étranger de l'intérieur, quand l'étranger non national, lui, va donc être cet étranger de l'extérieur, de l'autre côté des frontières. Mais on voit qu'en fait, notamment dans les outils judiciaires qui vont être utilisés pour réprimer ces formes de mobilité, on a des correspondances assez évidentes. Le vagabond de l'intérieur, par exemple, quand vous étiez vagabond, vous risquiez après votre peine une interdiction de séjour, pour pas que vous continuiez à vagabonder sur le territoire. Une interdiction de séjour, c'est donc on vous empêchait de revenir sur le département pendant 5 ans, pendant 10 ans, ça pouvait dépendre. Et donc vous avez, à la prison d'Autun notamment, tout un tas de personnes qui vont être condamnées pour vagabondage, mais d'autres personnes qui vont être condamnées pour un délit qu'on ne connaît plus aujourd'hui, qui s'appelle le rupture de ban. Rupture de ban, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a été expulsé, on est interdit de territoire dans un département, eh bien on se fait contrôler dans ce département-là, et donc il y a une violation de l'interdiction, et donc c'est ce qu'on va appeler rupture de ban, et on va être enfermé pour ça. Ce qui va être exactement la même chose pour les citoyens étrangers, non nationaux, qui ici sont soumis, et ça bien avant, on trouve beaucoup notamment de cas d'Italiens et de Polonais à la fin du 19e et au 20e siècle, qui vont avoir un arrêté d'expulsion, qui vont être expulsés donc non plus les étrangers intérieurs du département, mais du territoire français, du territoire national, qui vont se maintenir sur le territoire et donc qui vont être punis et emprisonnés à Autun notamment pour des infractions à la législation sur les expulsions. Donc on peut voir dans ces deux figures effectivement comment l'enfermement et les mécanismes d'enfermement et les lieux d'enfermement vont être la matrice générale de contrôle de ces populations, comment c'était une matrice judiciaire pendant très longtemps, et comment, mais j'aurai pas le temps de revenir en détail, mais ce sera vraiment les questions qu'on voudra poser cet après-midi, mais comment donc on a ces deux blocs qui sont le pouvoir judiciaire, donc de punir qui passe par la prison, et le pouvoir administratif, et on peut voir toute une généalogie concernant cette figure de l'étranger se dessiner, parce qu'aujourd'hui on enferme les étrangers dans des centres de rétention administrative, avec des lois récentes, la durée de détention peut être amenée jusqu'à 3 mois. Donc vous êtes retenu jusqu'à 3 mois. Vous voyez qu'en termes d'appropriation des temps d'existence, sans aucune forme de faute qui vous est reprochée, si ce n'est de vous maintenir de manière irrégulière sur le territoire, on revient tout à fait au même degré de pénalité que celle qu'on retrouvait au XIXe siècle avec le vagabondage, en termes d'appropriation effectivement du temps d'existence de l'autre, d'autant que aujourd'hui encore, si vous refusez de vous faire expulser, vous allez aller du centre de rétention en prison, puis quand vous sortez de la prison, on vous renvoie en centre de rétention, puis la prison, et c'est un parcours, si vous voulez, qui peut être extrêmement long. Ce qu'on voit donc, c'est que l'internement, notamment il y a des expériences historiques d'internement qui vont être notamment les camps pour les réfugiés espagnols dans les années 30, puis ensuite toute l'expérience des camps de différentes sortes qui ont pu être expérimentés durant la Seconde Guerre mondiale, et aussi ce moment de la guerre d'Algérie où le camp a représenté une forme complètement multimodale. Tout un tas de camps ont été pensés, expérimentés pour le contrôle des populations colonisées, des populations algériennes, et de toutes ces expériences historiques, on en arrive aujourd'hui à une institutionnalisation donc de ces centres de rétention comme forme d'enfermement des étrangers. Donc, tout ça pour vous dire que cette question de la surreprésentation des étrangers conduit
aussi, enfin que on comprend mieux du coup cette surreprésentation des étrangers dans l'espace carcéral, mais il ne faut donc pas suffire l'analyse de la prison en tant que telle, de la prison judiciaire pour penser ces pratiques-là, mais aussi donc voir ces exemples de contrôle administratif et de régime policier et d'enfermement administratif qui touchent aujourd'hui les étrangers. Et donc on voit une correspondance très très évidente donc, entre le contrôle de ces mobilités au 19e, la manière dont a été pensée la prison, et la manière aussi donc comment on est passé d'un système judiciaire à un système de contrôle administratif qui dialogue en permanence pour justement refixer les gens par crainte de cette mobilité inhérente, une mobilité qui est complètement intégrée dans la figure de l'étranger. Si les étrangers aussi sont plus en prison, c'est parce qu'on considère que par ce déracinement, un étranger est moins saisissable. Comme il n'est pas d'ici, il peut aussi repartir plus vite, c'est-à-dire qu'il y a une présomption de mobilité chez l'étranger qui fait qu'on va vouloir le capturer plus facilement dans ces centres administratifs ou par des peines de prison. Alors, et je finirai là-dessus, mais en fait c'est quelque chose qu'on verra plus en détail dimanche, mais cette question aussi, disons du point de vue d'un historien, cette surreprésentation des étrangers va aussi conduire à ce que les archives carcérales vont constituer des traces particulièrement intéressantes pour étudier, c'est ce que je vous disais au début de cette intervention, pour étudier les migrations et les phénomènes migratoires d'un point de vue local. Et l'exemple d'Autun me semble à ce niveau-là tout à fait intéressant puisqu'on retrouve dans les archives de la prison d'Autun tout un tas de figures de l'étranger. On retrouve des traces en fait de migration qui, moi, pour certaines, je les ignorais complètement, que ce soit donc une multitude évidemment de figures de vagabonds, de figures de nomades qui se retrouvent là, mais aussi ensuite d'ouvriers italiens, d'ouvriers polonais, un nombre considérable au début du XXe siècle, dans les années 1910-1920, en fait juste après la Première Guerre mondiale, de détenus chinois à la prison d'Autun, mais par plusieurs dizaines, hein, c'était un nombre assez étonnant. On retrouve aussi la trace d'immigration kabyle dès la fin du XIXe siècle, ce qui, encore une fois, est assez étonnant du point de vue, puisqu'on considérait que le nombre d'Algériens en France était de moins d'1 millier d'individus. Donc, en fait, c'est assez étonnant de retrouver plusieurs individus d'origine kabyle dans ces registres de la fin du XIXe siècle. Et puis, de manière générale, une immigration algérienne aussi qui s'installe après la Première et la Seconde Guerre mondiale. Voilà, on retrouve toutes ces traces de couches migratoires, souvent liées à l'histoire ouvrière et des migrations ouvrières. Et il semble que c'est du coup un matériau très, très intéressant pour essayer d'explorer aussi ces questions-là, d'explorer donc ce qui n'a pas été l'objet de cette conférence, c'est-à-dire des trajectoires aussi de personnes, de ces détenus-là, d'essayer de comprendre les raisons de leur venue et comment aussi se passait le cosmopolitisme local à ce moment-là, en tout cas, moi, dans mes représentations que j'avais du passé proche de notre localité, ce n'était pas du tout lié à la question de l'immigration, alors qu'elle a toujours été en fait omniprésente, qu'elle soit par les figures de l'étranger intérieur ou de l'étranger extérieur. Et du coup, pour continuer cette exploration-là, je vous propose de venir dimanche à 16h. Donc, nous faisons un atelier d'archives où on va essayer de repartir de ces registres d'écrou, de ces différentes figures, pour comprendre un petit peu à la fois l'état des migrations et qui étaient ces étrangers détenus à Autun. Merci beaucoup pour votre attention.